Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est une vidéo review où je vais donc vous faire ma petite critique, mon petit avis sur le tome 2 du manga, voilà, Final Fantasy Lost Stranger. Ça fait un moment que je devais faire la suite, ça fait un moment que j'avais fait le tome 1. Il est donc temps pour moi de vous parler de ce tome 2. Alors, je tiens à rappeler que je suis extrêmement en retard. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est au tome 9 du manga. J'en suis qu'au deuxième. Merci à ma communauté qui me l'a offert. Je vais essayer au mieux d'accélérer voilà, le rythme, de rattraper mon retard. Pour cette petite review, petite critique, on va essayer de séparer les choses bien. Je vais faire une petite section qui sera assez courte, sans spoiler, et après voilà, je vais faire une section spoiler où je vais vous détailler un peu plus certaines scènes. Donc c'est parti pour ma review du tome 2 de Final Fantasy Lost Stranger, le manga Final Fantasy. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tome 2 de Lost Stranger? Alors, si vous n'aviez pas vu la première review, je vous invite à la voir. Je n'avais pas vraiment apprécié ce premier volume. Je lui ai trouvé beaucoup de problèmes de cohérence. Je trouve que c'est beaucoup moins présent dans ce deuxième tome. Ce deuxième tome m'a un peu réconcilié avec le manga. Parce que vraiment, je trouvais vraiment qu'il y avait des très gros problèmes de cohérence. Il y a certaines choses qui, pour moi, n'allaient pas dans l'univers du manga. C'est des choses qui sont beaucoup moins mises en avant dans ce tome 2, donc pour moi, ça passe bien mieux. C'est un tome qui est beaucoup plus orienté action, donc qui fait suite, bien évidemment, directement aux événements du premier tome. Voilà, où les personnages allaient s'engager dans un combat. Nous avons donc ce combat qui se déroule dans ce tome 2. Et voilà, donc ça va clôturer l'arc narratif autour voilà, de ce combat, et il y a un nouvel arc narratif qui commence vers la fin de ce tome. Donc c'est un tome qui va être beaucoup plus orienté action, qui va moins prendre le temps de poser son univers, et c'est bête à dire, mais finalement c'est tant mieux, parce qu'au moins le tome, l'histoire ne raconte pas n'importe quoi. Alors, je trouve les dessins toujours aussi bons. J'avais déjà bien aimé les dessins qui étaient proposés dans le premier. Je trouve les dessins toujours aussi bons. Ça reste finalement très sobre, mais diablement efficace. Il y a des cases qui sont vraiment très jolies, sans non plus que ça soit des trucs ultra détaillés. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les dessins, j'aime bien les courbes qui sont proposées. C'est très lisible. Même dans les phases d'action, dans les planches d'action, je trouve vraiment les dessins très lisibles. Donc concernant tout ce qui va être l'esthétique, pour moi, oui, il n'y a pas de problème. C'est très agréable à regarder, c'est très agréable à lire. Pour rester dans le positif, il y a aussi donc les références à Final Fantasy. Donc je rappelle que le synopsis du manga, c'est donc un employé de chez Square Enix accompagné de sa sœur, qui sont renversés par un camion et qui sont transportés dans un monde de Final Fantasy. C'est pas un copier-coller d'un monde de Final Fantasy, ils sont pas dans le monde, admettons, de Final Fantasy XIV, mais ils sont dans un monde qui est un genre de patchwork de Final Fantasy, avec plein d'éléments de Final Fantasy. Il y a donc des références, beaucoup de références à Final Fantasy. Je les trouve dans l'ensemble plutôt bien utilisées, à part peut-être une ou deux choses qui ont été dites de façon un peu maladroite. Je trouve dans l'ensemble que c'est bien utilisé. C'est pas juste du copier-coller bête et méchant. On sent vraiment une envie d'adapter des éléments de Final Fantasy. Il y a par exemple à la fin du tome 3 personnages qui sont une référence complète à Final Fantasy. Ils se sont pas contentés de faire un copier-coller, de prendre le design des personnages et de les mettre dedans. Ils les ont adaptés en termes de design, ils les ont adaptés à l'univers. Donc pour ça, les références à FF, je les trouve plutôt malines, plutôt bien utilisées. Donc ça, franchement, c'est un très bon point pour moi. Alors par contre, on va déjà maintenant s'attaquer à des points négatifs pour moi. Donc l'un des points négatifs que je pourrais par exemple donner,
sur ce tome 2, c'est le fanservice. Alors le fanservice du côté nudité et ce genre de choses. Il y avait pas trop de fanservice dans le premier tome, à part un personnage à forte poitrine, mais qui s'expose pas particulièrement, donc c'était pas forcément méchant. Là par contre, ça y est, dans le tome 2, vers la fin du tome 2, dans un des 3 personnages voilà, dont je vous parlais qui est introduit, il y a un personnage qui est littéralement un personnage fanservice, un personnage qui est quasiment à moitié à poil, et avec littéralement des cases qui sont complètement focus sur sa poitrine ou ses fesses. Je trouve ça stupide, grossier. On peut avoir un personnage sexy, pas de problème, mais là on n'est pas... On est dans du dessin, c'est si je me retrouve avec un plan de fesses qui prend toute la case, c'est parce que le dessinateur a voulu dessiner des fesses en gros plan. Je ne pense pas que ça soit intéressant pour le propos, je pense pas que ce soit nécessaire pour décrire certaines scènes. Il y a littéralement une scène de dialogue qui est en contre-plongée, on va dire, vue sur les fesses du personnage, et c'est un dialogue. Pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à foutre là, c'est complètement hors contexte. Je n'ai rien contre les personnages sexy, mais un minimum de subtilité, s'il vous plaît. Ouais, je trouve ce fanservice un peu bas de plafond. Alors ensuite, au niveau des points négatifs, j'ai un gros problème avec le personnage principal, donc Shogo, qui est attachant, c'est pas le problème. Mais j'ai un problème en fait avec ses capacités. Je rappelle que le personnage est donc un employé de chez Square Enix qui a été donc transporté dans le monde de Final Fantasy. Alors il me semble que dans le tome 1, si je dis pas de bêtises, il parle du fait qu'il a fait du tir à l'arc dans un club ou quelque chose comme ça. Donc il a des capacités d'archer, c'est justifié dans le scénario, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il a des capacités physiques un poil abusé. Il arrive à faire des performances que beaucoup de gens du monde quotidien ne pourraient pas faire, sachant que c'est un employé de bureau, c'est un employé de chez Square Enix. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui débarque à peine dans ce monde-là, et limite, il est déjà plus fort, plus doué que certains aventuriers chevronnés. Je trouve ça un poil abusé en termes de cohérence. Ça fait pas forcément sortir du manga, mais clairement, il y a des fois où on se dit « Ok, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que si je vous prenais vous et que je vous mettais dans un monde de FF, vous seriez probablement moins talentueux que ça, ou vous metteriez sûrement beaucoup plus de temps à devenir un aventurier de qualité. » Pour finir donc avec cette partie non spoil, je me rends compte aussi en lisant donc ce manga que je commence personnellement à avoir un problème avec le type de manga, donc les isekai. Ce manga donc Lost Stranger est un isekai, donc pour rappel les isekai, c'est lorsque un personnage du monde réel est transporté dans un autre monde, isekai voulant dire littéralement un autre monde. Et justement, c'est lié au point donc, que j'ai évoqué juste avant, avec le personnage qui est beaucoup trop pété à mon goût. Et en fait, je me rends compte que je n'aime pas le manque de cohérence qu'il peut y avoir dans les isekai, et je trouve en fait, la morale des isekai un peu... pas très honnête, c'est un peu malhonnête, je trouve, les isekai. Puisque donc l'idée de l'isekai, c'est de prendre un personnage lambda de son monde et de dire si tu étais dans un autre monde, tu aurais probablement une meilleure vie. Je trouve ça extrêmement malhonnête. Alors là, je rentre dans des délits d'interprétation. Hein. Les isekai, je vois ça comme étant un produit fait pour un certain public. Je pense que le public visé par les isekai, c'est peut-être il y en a pour tout le monde, hein, tout le monde va lire, c'est pas forcément figé dans le marbre, hein, ce que je vais dire, c'est moi comme je le ressens. Je pense que quand les auteurs font un isekai, ils visent une certaine tranche, un certain public, qui est peut-être un public qui est pas forcément bien dans sa peau ou heureux dans sa vie,
Mais une fois de plus, c'est pas une généralité, hein. Faut pas prendre ça pour absolument toutes les personnes qui lisent des isekai. Et voilà, le message qui est un peu en mode si tu étais dans un autre monde, t'aurais une meilleure vie, je trouve ça, je me répète une fois de plus, très malhonnête. Est-ce que on devrait pas plutôt essayer de véhiculer une meilleure morale, un meilleur message du style si tu persistes, si tu t'accroches, tu pourras t'en sortir. Là non, j'ai vraiment l'impression d'avoir un message du style abandonne ta vie, t'en auras une meilleure ailleurs. Tu es peut-être banal dans ton monde, mais tu es exceptionnel si tu étais ailleurs. J'aime pas trop l'idée en fait de dire aux gens abandonnez tout ce que vous faites, vous en sortirez mieux ailleurs. Surtout que c'est aussi un problème que j'ai avec les isekai, c'est que la plupart du temps dans les isekai, quand le personnage est transporté dans un autre monde, on a tendance à laisser tomber absolument tout ce qu'il y avait du monde d'origine. Ce qui n'est pas trop le cas ici, puisque justement il y a les références FF. Le personnage est un employé de chez Square Enix, c'est un grand fan de Final Fantasy, il réutilise donc les connaissances qu'il a de Final Fantasy dans ce monde-là. Donc c'est pas trop le cas ici, mais c'est vrai que généralement, dans un isekai, vous entendez extrêmement rarement les personnages parler de leur vrai monde, ou tout simplement même regretter de leur monde. Pourquoi pas un isekai où on aurait un personnage qui estime avoir une vie de merde dans le monde réel, mais qui, quand il débarque dans le monde isekai, se rend compte que finalement sa vie était pas si mal et qu'il a tout simplement envie de rentrer chez lui. C'est le genre de truc qui se fait quasiment jamais, alors j'ai pas vu tous les isekai existants, mais voilà, je commence vraiment à sentir moi un problème que j'ai avec les isekai. Je n'aime pas le message voilà, qui est donc essayé d'être transmis par les isekai. Ça n'engage que moi, mais en tout cas ça ne m'aide pas à me rentrer pleinement dans le manga. Donc pour terminer cette partie sans spoiler, c'était sympathique, c'était bien mieux que le premier tome, mais ça casse pas 3 pattes à un chocobo. On va continuer en espérant que ça s'améliore, mais voilà, c'est divertissant sans être extraordinaire. Voilà. Donc maintenant que cette partie voilà, sans spoiler est faite, je vais pas vous faire un résumé avec spoiler, je vais tout simplement voilà, vous parler de certaines scènes précises, de pourquoi je les ai appréciées, ou à l'inverse, pourquoi je ne les ai pas appréciées. Malheureusement, ça sera beaucoup de scènes que je n'ai pas appréciées. C'est parti donc pour la partie avec spoiler. Donc voilà la partie spoiler. Alors, concernant donc les références à Final Fantasy, donc j'ai parlé d'une référence à Final Fantasy qui était un peu maladroite. Alors, il y a une référence qui est faite à Cecil et Kain. Alors, parce qu'en fait le dragon, alors je reviens un petit peu en arrière, le dragon qu'ils affrontent au début donc, du tome, donc, qui était l'objectif hein, à la fin du tome 1, ils allaient justement pour affronter le dragon qui a tué la sœur du personnage principal. Voilà, donc ils affrontent ce dragon qui se trouve être le dragon des brumes de Final Fantasy IV. La référence est plutôt cool, ça fait partie de très très bonnes références qui sont bien adaptées. Je trouve ça plutôt malin, la façon dont le combat est adapté. Le personnage qui dit voilà, à ses collègues ouais, je sais comment ça fonctionne, faites plutôt ça que ça c'est nickel, il n'y a rien à redire. Là où il y a une référence un peu maladroite, c'est que donc les personnages de Cecil et Kain sont cités, ils apparaissent même carrément dans une petite bulle. Et par contre, il y a le personnage qui dit que ce sont 2 frères. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Ce sont des personnages en effet, Cecil et Kain, qui sont extrêmement proches, qui ont grandi ensemble. Mais bon, Shogo, c'était bien gentil, mais si tu es un fan de Final Fantasy, tu sais pertinemment qu'ils ne sont pas frères. Rien de méchant, mais personnellement ça m'a fait hausser un sourcil, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi il sort ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Quelques éléments de bestiaire, donc voilà, le dragon des brumes. Il y a tout un passage où on voit, c'est quelques cases où on voit en fait un décor qui, pour montrer un espèce de voyage accéléré, pour montrer une cité,
On voit quelques bestiaires, on voit un crapaud comme les crapauds géants de FF14. Voilà, il y a quelques éléments comme ça. La ville dans laquelle se passent les événements à la fin justement du tome, c'est la ville de Mysidia, donc encore une énorme référence à Final Fantasy. Et donc les trois personnages... Alors il y a un Gaelisha aussi, j'ai oublié, je préférais le préciser aussi, il y a un Gaelisha parce qu'il y a un truc assez... il y a une intrigue très légère qui tourne autour de ça, un chat à retrouver, il s'avère que c'est un Gaelisha. Et donc voilà, les trois personnages qui sont introduits à la fin de ce volume, il s'agit donc de trois femmes, trois sœurs qui s'appellent Samantha, Maria et Annabella, donc il y a bel et bien les sœurs Magus qui sont présentes et donc qui sont adaptées. Voilà, ce ne sont pas les versions que l'on connaît des sœurs Magus, ce sont des versions inédites qui sont spécifiques à ce monde. Et alors si je dis pas de bêtises, c'est Maria qui est le personnage fanservice total, qui est tout le temps à moitié à poil, mais je ne reviendrai pas dessus, ça n'a aucun intérêt. Je reviens aussi vite fait sur l'aspect, donc le personnage qui est trop fort. Donc lors de l'affrontement contre le dragon des brumes, tout le monde se fait défoncer, ils ne savent pas à quelle menace ils ont affaire, et Shogo, le héros, se rend compte, il leur donne donc les indications comme quoi voilà, il a une forme où il est intangible et il ne faut pas l'attaquer à ce moment-là, sinon il va contre-attaquer avec une puissante attaque magique. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le personnage utilise donc ses connaissances de Final Fantasy, moi ça me paraît tout à fait logique, tout à fait crédible. Il tire donc ses flèches explosives avec les éclats de bombo sur le dragon des brumes, il arrive à le toucher. Il n'y a pas de problème, une fois de plus, on a bel et bien vu qu'il avait un entraînement à l'arc, pas de problème. Par contre, j'ai un problème avec le fait que le personnage principal prend un bouclier, va à l'assaut directement du dragon des brumes et bloque sa gueule avec un bouclier. Pour un mec qui travaille dans un bureau, tu as un courage, une audace et une forme physique qui me paraissent complètement stupides. Voilà, sachant que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ce monde-là. Hein. Il n'y a pas eu d'ellipse entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 fait suite directe au tome 1. Donc voilà, on a un personnage qui est déjà un petit poil abusé. Pareil, moi il y a un dialogue qui m'a fait facepalm fortement, où le personnage Shogo, voilà, qui se rend compte que c'est le dragon des brumes, qui commence à dire je l'ai déjà affronté plusieurs fois, je l'ai vaincu plusieurs fois, je peux le faire. Mec, entre battre un boss de jeu vidéo et l'affronter IRL, ça n'a rien à voir, je ne comprends pas justement qu'on fasse le... Ok, je comprends le parallèle, comment dire, entre le jeu vidéo et la version IRL, c'est la même créature qui fonctionne sur les mêmes mécaniques. Entre bouger ses doigts sur une manette et avoir un physique d'athlète pour affronter un monstre qui peut te bouffer en 2 secondes, non, je suis désolé, pour moi ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas dire que oui c'est bon, ça va le faire, je l'ai déjà affronté plusieurs fois. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est complètement con. Alors pareil, il y a donc une fois qu'ils ont vaincu le dragon des brumes, il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, celui qui était donc le leader du groupe d'aventuriers qui avait organisé l'expédition pour tuer le dragon des brumes, qui dit au héros tu es un aventurier d'exception ou exceptionnel ou extraordinaire, je ne sais plus la formulation précise. Voilà, nous avons donc un héros qui est là depuis peu de temps et qui est déjà exceptionnel, c'est génial, il est tellement pété, c'est n'importe quoi, enfin bref, ça c'est personnellement moi des choses qui m'ont fait péter un plomb, je trouve ça complètement con. C'est un peu moins présent dans la deuxième partie du tome, là où on arrive sur Mysidia, parce que les sœurs Magus sont vendues comme étant plutôt pétées. On sent que le groupe de héros est vraiment sans défense. Donc j'espère sincèrement que le combat contre les sœurs Magus, qui arrivera probablement dans le tome 3, peut-être plus tard, j'espère qu'il sera un peu plus difficile, parce que pour le moment, ouais, je trouve vraiment que Shogo est
complètement pété. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'avoir un personnage qui soit un peu plus en retrait au niveau des combats et un peu plus en mode je suis le stratège, je vous donne mes connaissances en combat parce que moi justement je sais à quoi on a affaire. Personnellement ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir un personnage principal un peu plus en retrait et qui se contente finalement de jouer les stratèges purs, sachant que son pouvoir d'acuité irait très bien justement je trouve avec ce rôle. Après là c'est une question de goût, je peux comprendre qu'on aimerait voilà, avoir un personnage principal qui soit voilà, au cœur de l'action. Alors dans les spoils j'ai oublié aussi de dire, il y a le personnage de Sarah, il y a une princesse dans Mysidia qui s'appelle Sarah, donc bien évidemment une référence à donc princesse Sarah de la saga Final Fantasy. Donc voilà qui concerne ma review du tome 2 de Final Fantasy Lost Stranger, donc le manga Final Fantasy. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas donc à partager vos avis donc sous la vidéo en commentaire. Je vais essayer de faire au mieux pour qu'on n'ait pas une review par an, faut peut-être pas abuser. Je vous donne pas de date, je vous donne pas de délai, parce que je préfère ne pas m'engager et ne pas tenir mes engagements. Mais je vais essayer de faire au mieux voilà, pour pouvoir vous proposer des reviews du manga un peu plus régulières. Je tiens quand même à préciser avant de terminer cette review qu'il s'agit de mon humble avis, je n'ai pas la vérité absolue, voilà. Je ne suis pas mangaka, je ne suis pas critique professionnel, je suis juste un passionné de FF, j'aime beaucoup les animés, les mangas et les jeux vidéo, et je ne fais que voilà, donner mon humble avis, voilà, mon ressenti sur cette œuvre de fiction. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous donne donc rendez-vous à l'avenir pour la suite de ces reviews sur le manga Final Fantasy Lost Stranger. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des bisous à tous!